3 morts, donc 191 cas, 61 de plus que la veille. 12 régions touchées, dont 5 ont plus de 10 cas. Le coronavirus progresse en France. Le pays est prêt à y faire face. Son système de santé aussi. Déclaration ce matin sur BFM TV et sur RMC d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, était notre invité. Écoutez. On peut faire face à une épidémie. On peut faire face à une épidémie. On peut faire face à une épidémie. L'ensemble des professionnels que je suis allé voir à Paris, à Bordeaux et dans d'autres territoires me disent tous que on sait faire, on a le savoir-faire. Et moi, j'ai fait aussi le choix très vite de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul département français au sein duquel il n'y aurait pas au moins un hôpital capable de prendre en charge des malades de A à Z. Voilà pour les déclarations du ministre ce matin sur notre antenne. Pour aller un peu plus loin sur ce plateau, notre spécialiste santé, Margot Defouville et Rachida Inaoui-Rose. Merci d'être avec nous. Vous êtes rhumatologue. La France est prête à faire face à une épidémie de coronavirus. C'est ce que dit le ministre ce matin sur notre antenne. Vous êtes d'accord? Alors, moi je dirais qu'il faut qu'on se prépare. Et se préparer, c'est essayer de retarder le pic de l'épidémie, l'arrivée de l'épidémie, parce qu'on n'est pas encore en épidémie. Par contre, on est encore en phase de grippe, avec des grippes qui sont encore importantes. On n'est plus en pic d'épidémie de grippe. L'idée, c'est que les deux infections saisonnières grippales ne se chevauchent pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on est encore occupé avec des cas de grippe et on voudrait reculer au maximum l'arrivée de l'épidémie du coronavirus. On fait ça comment ? Alors, on fait ça comment? Il faut du bon sens. Le premier, c'est se désinfecter les mains, se laver les mains avec du savon et de l'eau. Et quand on n'a pas du savon et de l'eau, utiliser des solutions hydroalcooliques de façon régulière, plus particulièrement dans les écoles, dans les lieux publics. Ensuite, pour ce qui est des personnes qui ont des symptômes ORL, un petit rhume, un peu mal à la gorge ou tousser, le faire notamment dans le coude, comme on l'a expliqué, ou dans un vêtement pour éviter la dissémination. Et lorsqu'il est possible, de leur remettre un masque pour qu'ils puissent ne pas diffuser. Et lorsque les patients le jugent parce qu'ils ne sont pas assez bien, ou le médecin, là, restez chez eux. Votre réaction à l'annonce faite par Olivier Véran sur notre antenne il y a quelques minutes à peine, 15 à 20 millions de masques qui vont être déstockés, 15 à 20 millions supplémentaires. Évidemment, c'est une bonne chose ou pas? Et expliquez-nous pourquoi, ce que ça change pour vous. C'est une bonne chose parce qu'on n'a plus de masques. Alors, il y a deux types de masques. Il y a le masque chirurgical, qui est le masque bleu là qu'on voit, qui peut être utilisé par les patients. Donc, lorsque vous êtes infecté, vous mettez ce masque et ça évite la diffusion des germes vers l'extérieur. Et ce type de masques sont difficilement accessibles. Les prix ont été augmentés par 5. Ça coûte combien un masque comme celui-ci? Alors, moi, je les achète parce que comme j'en ai besoin dans ma pratique quotidienne j'achète une boîte de 5 €. Hier, j'ai essayé d'en racheter quelques boîtes parce que je me suis dit, il m'en reste très peu. Pardon, c'est 5 € par masque ou par boîte? Alors, au niveau des professionnels, c'est 5 € la boîte de 50. D'accord. Actuellement, elle est à 25 €. Donc ça a fortement augmenté. Ça a fortement augmenté. Donc ça, c'est le premier type de masque pour les patients. Ça, c'est pour éviter qu'on diffuse le virus. Est-ce que ces masques servent à quelque chose lorsqu'on n'est pas infecté? Non, justement, c'est ce que je dis. Il n'y a pas besoin de mettre de masque si on n'a pas de signe Pourquoi? ORL. Parce que si l'on se protège la bouche et le nez, on peut penser que les germes ne puissent pas nous atteindre. Alors, ceux qui doivent se protéger sont les professionnels de santé qui sont en face de gens qui sont potentiellement malades, mais ils vont se protéger face à des patients qui ont des symptômes, c'est-à-dire qui toussent, qui ont le nez qui coule, qui ont de la fièvre et qui sont hautement susceptibles d'avoir le coronavirus. Et dans ce cas-là, ce masque-là est en partie efficace, mais pas complètement efficace lorsqu'on est devant une situation avérée clinique, avec des gens qui ont des symptômes, de la fièvre, de la toux. Ça diminue les risques, mais c'est pas sûr à 100%, c'est ce que vous dites. C'est ce que je dis. Le seul qui est vraiment protecteur, c'est ce qu'on appelle le FFP2, donc qui est réservé pour l'instant au milieu hospitalier, c'est-à-dire quand vous avez des gens qui... Alors vous voyez, il n'est pas du tout de la même forme, il épouse le visage, il épouse complètement le visage, et là, c'est une vraie protection. Pour l'instant, il est réservé à l'hôpital pour des gens qui sont hautement infectés. Mais nous, médecins libéraux, demandons à avoir accès à ce type de masque. Justement, est-ce que vous, dans votre profession, vous vous sentez prêt, soutenu? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Alors, nous, on ne se sent pas ni soutenu, ni complètement prêt.
on est fatigué, épuisé. La population ici en face est épuisée, fatiguée. Vous savez, il y a eu tous les mouvements sociaux. Et on se retrouve dans une situation où on n'a pas de masque. Les informations sont arrivées au compte-gouttes. Les gels hydroalcooliques, on a des difficultés à en avoir en tant que professionnel. Et les prix augmentent, ça a été dénoncé tout à l'heure par le ministre sur notre antenne. Pour celui-ci, ça a augmenté par 10. Ça, c'est pour le masque, mais pour les gels hydroalcooliques aussi. Pareil. Et on se retrouve actuellement à plutôt créer une alliance avec les patients, à les éduquer, à leur expliquer ce qu'il faut faire. Pardon, qui fait monter les prix? Ce sont les pharmaciens ou ce sont les producteurs? Non, ce sont ni les pharmaciens, ni les fournisseurs, puisque moi j'ai appelé mon fournisseur, j'ai râlé, vous imaginez bien, je dis c'est pas possible, vous pouvez pas nous faire ça, je suis une cliente, et c'est pas leur niveau. Donc moi je ne peux pas vous dire à quel niveau ça se passe, ce n'est pas au niveau des pharmaciens, les pharmaciens répercutent l'augmentation. Donc l'augmentation est en amont? Complètement, elle est en amont. Je ne sais pas à quel niveau elle est, c'est pas ma problématique, mais je sais que c'est pas les premières lignes ceux qui nous fournissent. Antoine Lard, vous êtes notre envoyé spécial à Carnac, c'est dans le Morbihan. 19 contaminés en Bretagne, 12 dans le Morbihan où vous vous trouvez. Est-ce qu'on sait ce matin d'où vient la contamination ? Non, pour le moment, les autorités sanitaires n'ont pas la réponse à cette question. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de la contamination, remonter la chaîne de contamination. A priori, les malades ici dans le Morbihan n'ont pas séjourné dans une zone à risque. Ils auraient donc été contaminés par une personne déjà présente sur le territoire national. C'est ce qu'on appelle une contamination endogène. Antoine, quelles sont les mesures qui sont prises pour endiguer la propagation ? Eh bien, les écoles, les collèges et lycées des 4 communes touchées ici dans le Morbihan sont fermés pendant 14 jours jusqu'au 14 mars. Donc, cela représente 5700 élèves qui sont priés de rester chez eux. Et puis, tous les rassemblements collectifs sont interdits, que ce soit les rencontres sportives, les événements culturels comme les concerts ou encore les marchés. Tout cela donc est interdit également pendant 2 semaines et ce, à l'échelle de l'ensemble du département du Morbihan. Des mesures qui sont finalement plutôt bien acceptées ici par les personnes avec qui nous avons pu discuter. Les habitants du Morbihan font face dans le calme, sans céder ni à la panique ni à la psychose. Antoine Lard dans le Morbihan avec Quentin Lebeau. Voilà pour ces toutes dernières précisions. Une chose est sûre, le coronavirus continue de progresser en France. Je vous rappelle les chiffres, les derniers chiffres dont nous disposons. Il y a 191 cas, c'est-à-dire 61 de plus que lors du décompte précédent. Il y a aussi 3 morts. Margot de Frouville, ça s'étend encore. Comment expliquer cette diffusion, on peut le dire, rapide du virus? C'est lié à la nature même du virus, puisque on connaît maintenant un petit peu mieux et on sait qu'une personne contaminée peut en infecter en moyenne 2 à 3. Donc ça peut aller vite, c'est une moyenne. Il peut y avoir aussi des super contaminateurs, on l'avait vu avec ce patient britannique revenu de Singapour, passé par la station de ski des Contamines Montjoie. Il avait contaminé à lui seul 11 personnes, dont 5 en France. Et puis, il faut rappeler aussi que c'est une infection qui est bénigne dans 80% des cas. Donc ça peut faire que les personnes peuvent être contaminées, infectées, sans vraiment s'en rendre compte, sans vraiment s'en soucier, continuer à avoir une vie sociale et infecter d'autres personnes. C'est ce qui rend paradoxalement le contrôle de cette épidémie plus difficile que si on avait affaire à un virus beaucoup plus dangereux. Alors on a tout ce petit tic de langage, attention, et ça a été précisé une fois encore par le ministre ce matin, pas encore d'épidémie à proprement parler, évidemment, c'est juste la propagation de ce virus. On est toujours au stade 2, du coup la suite c'est quoi ? Donc la suite, là on est vraiment à une phase d'endiguement, donc on essaie de gagner du temps comme vous l'avez expliqué, de retarder la propagation du virus. Une fois qu'on est au stade épidémique, ça implique plusieurs changements, ça veut dire que le virus circule vraiment largement sur le territoire et on n'est plus dans une phase d'endiguement, on est dans une phase d'atténuation. Ça veut dire qu'il faudra changer le diagnostic. On ne pourra plus tester tout le monde très concrètement. On partira du principe, un peu comme la grippe, que toutes les personnes qui ont des symptômes sont touchées et ceux qui vont bien rentreront chez eux. Même chose pour la prise en charge, puisqu'on ne pourra réserver l'hospitalisation qu'aux cas les plus graves et les cas les plus légers seront pris en charge en ambulatoire. Et on voit déjà que cette phase 3 se profile, puisque du côté des hôpitaux de Paris, ils ne gardent déjà que les cas graves et les patients fragiles. On ne peut plus garder déjà à ce stade tous les cas suspects, c'est impossible au niveau des capacités hospitalières. Est-ce que l'arrivée de cette phase 3, de ce 3e stade de la propagation de ce virus, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Oui, si ça arrive rapidement, là dans la semaine, par exemple, ça m'inquiéterait. Clairement, parce que nous ne sommes pas prêts, nous les professionnels libéraux,
on n'a pas de masque, on n'est pas suffisamment organisé. Et en face, la population n'est pas suffisamment encore éduquée. Tout le monde n'a pas encore compris les gestes élémentaires de lavage de mains, éventuellement désinfection s'il n'y a pas de savon avec les gels hydroalcooliques, le fait d'éternuer. Les gens continuent à circuler. Hier encore, j'avais des patients qui me disaient dans 2 jours, là j'ai une réunion dans un centre universitaire. Je dis, est-ce que vous êtes sûr que c'est nécessaire d'y aller? Donc j'essaie d'expliquer qu'il va falloir ralentir. Et ce n'est pas encore entré dans l'esprit de tous qu'il va falloir changer un petit peu de mode de vie dans les jours et les semaines à venir pour ralentir l'épidémie. Il va falloir que nous-mêmes on ralentisse.